J'en reviens pas que je vais vous dire les mots qui suivent. Aujourd'hui, Jeannette Bertrand, centenaire, pionnière, disruptive, défoncer les plafonds de verre, ouvrir la voie aux femmes à plusieurs générations, nous fait l'honneur d'être à faire une femme de soi. Bonjour, Jeannette. Bonjour, Jérémy. Très heureuse de vous avoir avec nous, surtout, aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la télévision. Oui. Et quand j'étais petite, moi, je rêvais de faire de la télé, mais comme Jeannette Bertrand, moi, je voulais écrire de la télé. Alors, je voulais écrire des histoires à la télé, comme Jeannette, et j'écoutais Parler pour parler, j'étais bien trop jeune. J'écoutais SOS J'écoute aussi. Avec un grand A, donc toutes des œuvres qui ont eu énormément d'influence dans notre société québécoise. Jeannette, à quel moment tu t'es rendu compte que tu avais du pouvoir? Oh, ça a été très tard. Je suis pas sûre que je le sais encore. Oui, je le sais que j'ai un certain pouvoir, mais un pouvoir d'influence. Je suis, c'est un mot, avec les réseaux sociaux, c'est un mot connu. Je suis une influenceuse, qu'on dit. Bien, je pense que j'ai influencé les gens, mais je ne le savais pas à cette époque-là. Moi, je me servais de la télévision pour rejoindre les gens qui n'avaient pas la chance de lire autant que moi, et de se renseigner autant que moi. J'ai toujours voulu partager avec les autres. C'est ça la base de, on va dire, mon œuvre, entre guillemets. Partager avec les autres ce que je sais. Parce que quand je suis sortie de l'école primaire, on a quel âge quand on sort de l'école primaire? 11 ans, peut-être? On était peut-être 3 dans ma classe à continuer mes études. Toutes les autres filles allaient travailler, et c'était important pour elles d'aider la famille, parce que j'étais dans un quartier difficile qui s'appelait le Faubourg-Amelas. Et puis, et moi, je trouvais que ça n'avait pas d'allure, que c'était injuste. Moi, c'est la grande affaire de ma vie, c'est les injustices. Et puis, je me suis dit, ben moi, je vais apprendre, puis je vais le redonner. C'est ça, la base de ma vie. C'est ça que j'ai fait toute ma vie. Donc, d'éduquer. Mais à cette époque-là, à 11 ans, la petite Jeannette, qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie? Rien du tout. Elle ne sait pas, je ne sais rien. Je suis ce qu'on dit en anglais, une late bloomer. Je me suis découverte assez vieille. Je suis de la génération des femmes soumises. Ouais. Alors, j'étais soumise à mon père. J'étais soumise à mon mari quand je me suis mariée. Je me suis mariée à 22 ans. Je suis devenue enceinte tout de suite de jumelles qui sont mortes. Oui, j'étais enceinte tout de suite après. Et j'étais une petite femme soumise, mais qui avait des talents. Et puis, quand on a découvert mes talents, puis qu'on m'a demandé de faire de la radio, j'ai commencé avant la télévision, eh bien, ça dérangeait beaucoup de gens, parce que ça dérangeait mon père qui disait, moi, ma femme n'a jamais travaillé. Elle est toujours restée avec les enfants. Mais ma mère, c'est une femme qui a été absente complètement, parce que je pense pas que ma mère voulait des enfants. Et alors, elle s'est déclarée malade. C'était la seule façon, à cette époque-là, de ne pas faire de ménage, de rien faire. Et il y avait beaucoup de femmes qui s'en servaient de cette méthode-là. Je suis malade, donc je suis pas capable d'être une vraie mère. Alors, comme j'avais des talents, j'ai commencé, et ça a été brimé très vite. Puis alors, je me suis défendue toute seule. Ça a été brimé très vite. Donc, quand est-ce que tu découvres que tu as une écriture particulière, que les gens disent « Wow, Jeannette, c'est bon, ça! » Ben, c'est parce que j'ai écrit un livre de poèmes en 1945. Je sortais du sanatorium. Et puis, j'étais en lettres à l'université, en lettres et histoire. Et puis, je voulais devenir reporter dans les journaux. Alors, quand je suis sortie de l'université, j'ai fait tous les journaux, et personne ne m'a engagée. La presse m'a demandé d'écrire les mariages. Et j'ai refusé. J'étais pas un peu la tête enflée. Je me suis dit, moi, je peux pas faire ça, j'haïs ça. Alors, je peux pas faire ça. Et j'ai refusé. Et je suis allée vers la radio. Et puis, c'est comme ça qu'on m'a demandé d'écrire pour la radio. Et quand la télévision est arrivée en 1952,
J'avais déjà une petite carrière à la radio où j'écrivais des sketchs et je les jouais. La première fois, ça a été 1 an à la radio de CKC avec Jean-Pierre Masson. Oh! Et entre-temps, j'avais connu mon mari à l'université et puis qui, lui, pour gagner sa vie, parce qu'il était au HEC, et jouait à la radio dans des rôles. Alors, il m'a amené rencontrer tous ces gens-là. Et puis, j'ai dit, je suis capable de faire ça, moi. Puis j'ai commencé, et toujours, c'est moi qui arrivais avec des projets. Toujours avec mes projets. Oui. Et donc, ça n'existait pas, le métier de scripteur pour la télévision ou faire des sketchs. C'est un métier que vous avez inventé? Non, je le faisais pour la radio. Oui. Tu sais, quand la télévision était inventée, on n'avait pas d'école. Il n'y avait pas d'école de télévision. Alors, il allait chercher les gens où? À la radio. Ben oui. Le premier réalisateur, celui qui m'a fait entrer à la télévision, c'est Pierre Pétel, qui était un réalisateur de radio et qui m'a dit, t'es capable. Moi, il suffit qu'on me dise t'es capable, puis je le fais. Tellement j'ai peu d'estime de moi. Ça, c'est le grand paradoxe de ma vie. J'ai pas d'estime de moi. Si on me dit t'es pas capable, je vais essayer de prouver que je suis capable. Je fais ça toute ma vie. Mais c'est magnifique. Lise Wattier aussi dit ça souvent, que c'est le « I'll prove them wrong ». Je vais leur prouver qu'ils ont tort. Exactement. Je vais leur prouver. Je prouve encore. Je prouve encore à mon père, qui est mort depuis très longtemps, qu'une fille, ça vaut un gars. Que ça se peut. Mais ça devait être tellement bon, ce que tu écrivais, pour qu'une femme ait l'opportunité de voir ses mots produits à la télé. Jeannie, plus que ça, si j'avais signé mes textes, étant donné que j'étais jeune et assez, j'étais pas blonde, mais assez d'homme blonde. On va le dire qu'elle était cute. Oui, j'étais cute, oui. Ben oui. Oui, et je le savais pas. Je le savais pas du tout. Oui. Assez qu'un jour, je me vois, beaucoup plus tard, je me vois aux enfants de la télé, et je me vois à l'époque de TVA, et je dis, mais elle est bien belle. Je parlais de moi à la 3e personne. Moi, j'ai toujours pensé que je n'étais pas belle. Mais là, je vous disais que ça devait être bon ce que vous écriviez, mais c'est ça, c'est que pour pouvoir voir votre projet produit, il fallait que ce soit le nom de votre mari. Oui. Je suis pas sûre que les gens Parce que savent je ne l'aurais pas eu. Hein? Je ne l'aurais pas eu. Écoute, Laurette Auger, qui a fait beaucoup de radio-romans, après ça, elle est allée à la télé, elle a pris un nom d'homme pour pouvoir... Parce qu'à une époque, à la radio, c'était les grandes maisons de savon, Procter & Gamble et autres, qui engageaient les gens. Alors, une fille n'avait aucune opportunité de voir ces mots à l'écran. Mais juste pour que les gens se rendent compte de à quel point c'était innovant, puis qu'au Québec, on ne ressemble pas. Souvent, on dit les gens, on ne ressemble pas au reste de l'Amérique. En 2018, aux Oscars, quand Frances McDormand gagne son prix de meilleure actrice, elle dit à toutes les autres femmes dans la salle, « Levez-vous ». Il y a des femmes créatrices ici dans la salle, levez-vous. Alors, les femmes se lèvent et elle dit, là, tous les producteurs et les diffuseurs dans la salle, regardez ces femmes-là parce qu'elles aussi, elles ont des idées. Elles aussi, elles ont des histoires qui méritent d'être racontées. En 2018, aux États-Unis, c'était pas là encore. C'était pas encore installé qu'on produisait des idées de femmes et des histoires créées par des femmes. Aux États-Unis, c'est encore difficile. Oui. Ici, on est beaucoup plus avancé. Mais c'est à cause de Jeannette qui a défoncé. Parce qu'à cette époque-là, il y a une autre femme donc qui crée des œuvres pour la télé. Elle s'appelle Jean Després. Elle s'appelle Jean Després pour pouvoir passer. Et pire que ça, à la radio, juste avant la télévision, on me demande d'écrire n'importe quoi, mais on veut avoir un radio-roman. Il y avait beaucoup de radio-romans. Oui. Et puis, les Velder, tout ça, on me demande d'écrire un radio-roman. Puis c'était à l'époque où la guerre venait de finir et on construisait des petites maisons et dans des quartiers. Et puis, c'était une nouvelle maison. Et je voulais faire... Alors, j'écris l'idée du téléroman, j'en écris 3. Et puis,
mon mari, parce que les hommes, à cette époque-là, avoir des enfants, c'était tellement fatigant pour eux autres qu'ils allaient se reposer, ils partaient une fin de semaine à New York. Alors, j'étais seule avec mes 2 filles à Saint-Lambert, justement. Et puis, ça sonne à la porte, et c'est le monsieur d'une grande maison de lavage qui vient me voir et qui sait que mon mari est parti à New York et qui vient, il m'amène sur la table de la salle à manger, puis il me dit, j'aimerais ça voir ton texte. Et ce monsieur-là est là derrière moi, puis là, ici, il me prend les seins. Et j'ai pris mon chapeau, puis comme dans la pièce, comme ça écrit dans la pièce Jeannette, et je le mets dehors. Mais là, je n'ai pas eu. Alors, toutes les fois où j'ai pas eu une émission, parce que j'ai pas couché avec le gars, ça c'est parti. C'est fini, ça. Mais ça, j'ai vécu pas tant. ça. Non, honnêtement, il y en a encore qui ont pas reçu le fax, Jeannette. C'est incroyable. Après MeToo, tu te dirais en 2017 qu'au Québec, on a reçu le fax ici, mais c'est encore étonnant de voir. C'est des situations que... Tu sais, moi, j'ai été PDG à 28 ans, puis c'est des situations qui se sont passées il n'y a pas si longtemps ça. Mais merci d'en avoir parlé. Justement, tu as ouvert la porte parce que le pouvoir, une fois qu'une femme en a, donc, t'es l'autrice, t'es scripteur, t'es réalisatrice de projets, puis ça pogne, là. Parce que comme t'as écouté les gens pendant 17 ans, tu sais qu'est-ce qui est préoccupant, fait que le public t'aime beaucoup, ça doit déranger des gars. Alors, oui, c'est sûr. L'arme de la séduction, puis je vais m'essayer dessus, tu l'as vécu. Oh, mon Dieu! Mais c'est que j'ai réussi à travailler... même qu'il y avait beaucoup d'hommes qui pensaient « elle doit coucher puisqu'elle a beaucoup de travail ». Mais j'avais un mari qui était grand, qui avait une voix forte. Alors, quand j'avais une job, je l'amenais avec moi pour montrer qu'il était là et qui me protégeait. Alors, mais tu sais, avoir traversé tout ça, heureusement que c'est assez terminé. Merci. Là, je pense que maintenant qu'on peut dire la vérité depuis MeToo, ça fait pas si longtemps. C'est libérateur de pouvoir le très dire. Libérateur. Hein? T'en avais jamais parlé avant la pièce. Non. C'est ça. Non. Donc, ça t'est arrivé à plusieurs reprises, mais quand même, tu contournais, tu trouvais des alliés. Je trouvais des alliés. J'avais une recette. J'essayais le gars que je savais qui était pour me faire des avances. J'essayais de voir s'il y avait une fille ou une femme. Et quand je savais, je disais, c'est épouvantable ce que je disais. Je vais le dire à votre fille. Et ça m'a sauvée d'un viol un jour où je me suis retrouvée chez un monsieur. Et puis, c'est une longue histoire. Et puis, finalement, je lui dis, je vais le dire à votre fille. Et il a arrêté. Alors, mais je m'aimais pas dans cette menace-là. Non. Tu t'aimes pas d'être rendu à dire ça, là, non. Tu sais. Mais je suis tellement contente que ce soit terminé. Parce que ce que tu te dis quand tu reviens chez toi, qui je suis, moi? Que des seins et des fesses. C'est ça que je suis. Alors, tais-toi, puis assume que t'es que ça. C'est ça que les hommes me disaient. Ben, c'est ça tu n'es que ça. C'est comme ça qu'ils écrasent le pouvoir féminin. Oui, donc, c'est ça. Ils réduisent ton pouvoir à ce moment-là. Exactement. Et te font douter volontairement. Oui. Donc, mais ça n'empêche pas. C'est ça qui est mêlant. Et c'est ça qui est extraordinaire. Que le nouveau livre qui vient de sortir et qui est le prix Jeannette Bertrand, c'est une fille qui parle, une jeune femme, une très jeune femme, qui parle de l'ambiguïté qu'il y a, parce qu'on aime les hommes. Oui. Moi, j'aime beaucoup. Oui. Et j'ai été mariée 30 ans, et ça fait 40 ans que je suis avec Donald. Alors, il faut aimer les hommes pour être une toffeuse comme ça. Mais puis je suis bien, moi, avec un homme. Je suis très, très bien. Je suis une bonne épouse. Je suis bien là. Je suis bien dans ça. Alors, alors, c'est un paradoxe. Ouais. C'est un paradoxe. Tu l'aimes, mais tu veux pas qu'il soit comme ce que tu détestes. Est-ce que tu penses que tu aurais eu une encore plus grosse carrière que tu as eue si tu n'avais pas eu les freins des hommes qui veulent pas que tu aies du pouvoir? Mais j'aurais pas travaillé autant. Parce que, regarde ce qui se passe à l'université. Comment ça se fait? J'ai reçu un doctorat honoris causa de l'Université du Québec l'été passé. Et puis, bon, l'Assemblée était quasiment... Les étudiants, c'était en même temps que les étudiants qui graduaient.
Et la majorité était femmes. Ouais. Tu sais, alors, tu sais, c'est pas croyable. Le monde a changé. Tu sais, nos postes de télévision en ce moment sont menés par des femmes. Impensable il y a 20 ans. Non, Impensable. mais je pense que t'en es pour beaucoup. Tu sais, je pense que tu savais intuitivement que ce qu'on voit à la télé va se réaliser dans notre vie. Alors, tu l'as dit dans un de tes ouvrages, tu dis, moi, je choquais. J'osais parce que je voulais que ça change. Je voulais que ça change. Donc, tu mettais en scène, ça a commencé par quelle famille? Oui. Tu mettais en scène une femme qui avait beaucoup plus de paroles, qui était beaucoup plus forte. Que la majorité parce des femmes. que tu souhaitais que la société évolue vers là. Oui. Donc, tu étais plus vite que nous autres. Oui. Mais je sais pas pourquoi. Parce que moi, j'étais très, très révoltée. Je suis une rebelle. Je suis quelqu'un qui est révolté contre les injustices. Ouais. Et la grande injustice que j'ai vécue, j'avais 3 frères. Et dans ma famille, dans toutes les familles de cette époque-là, c'est entendu que les fils seraient médecins, avocats, et que les filles n'avaient pas besoin d'étudier. Mon père me disait, puis c'était un bonhomme, mon père, qui était un homme merveilleux, mais il était de son temps, puis il me disait, t'as pas besoin d'étudier. T'as pas besoin d'études pour changer des couches. Mon avenir, c'était changer des couches. J'ai changé des couches. Ouais. Parce que je suis tombée dans un piège. Je suis tombée dans le piège d'être une Wonder Woman. Ouais, Je faisais tout. Je faisais des chocolats, du vin. Écoute, je faisais n'importe quoi, tu me disais, mais je le faisais. J'étais capable, pour prouver à mon père qu'on pouvait travailler et tenir une bonne maison. La conciliation travail-famille, tu l'as inventée, là. Écoute, là, j'ai travaillé comme une folle. Ouais, comme une folle. Mais tu as une énergie hors norme, comme beaucoup de femmes qui viennent ici. Parce que j'ai un but. Parce que j'ai quelque chose. J'ai un but. T'es portée par une mission. Oui, que je me suis donnée. C'est trop. On vit dans un monde à deux comment on appelle ça, là, le terme? Deux standards. Oui, des doubles standards. Des doubles la standards. fille fait la même chose que le gars, puis le gars, ça passe, la fille, ça passe pas. Oui, c'est ça, exactement. Alors, tu voulais que ça arrive. Je voulais que ça change, puis j'ai pris les moyens. Donc là, tu réalises que quand tu mets des choses à l'écran, puis aussi avec Parler pour parler, donc tu soulèves des enjeux dans notre communauté, dans notre société, t'en parles, et des sujets plus lourds dans SOS J'écoute. Puis pendant ce temps-là, ça normalise un paquet de sujets que la communauté n'est pas au courant encore. Fait que tu es en train d'ouvrir des portes, ouvrir des portes. Et là, les portes de notre esprit, en éduquant, puis en étant plus conciliant. Mais regarde, Janine, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ça 10 ans. J'ai fait 53 avec un grand A qui changeait vraiment la société. Oui. Arrive un moment où je perds ma job parce que Télé-Québec, à cette époque-là, avait décidé de faire un poste de nouvelles et en mis dehors tous ceux qui, comme moi, qui faisaient de la dramatique. des dramatiques. Puis là, maintenant que le temps a passé, tout le monde me dit, mais pourquoi ça ne revient pas avec un grand A? Mais il n'y a personne qui se court trop après moi pour le refaire. Ah, il faudrait, parce que j'ai écouté Les Enfants de la télé cette semaine, les répliques, Jeannette. Il y a des répliques, il y a des T-shirts à chacune des répliques avec un grand A. Mais ça, c'est très étonnant que ça me sorte. Moi, je me dis toujours, il y a quelqu'un dans ma tête qui sort ces phrases-là. Parce que des fois, je suis en train d'écrire, puis tout à coup, je me lève, puis je dis à mon chum, « Oh là, je viens d'en sortir une bonne. » Mais comme si c'était pas moi. Il y a quelqu'un derrière moi, je sais pas quoi, c'est moi, c'est sûr que c'est moi, mais... Bien, il y a de l'inspiration. Moi, je pense que... Et beaucoup de vécu. Oui, beaucoup de vécu, mais il y a ces moments magiques-là, où il y a quelque chose qui passe dans la création, qui est comme un peu plus grand que la personne qui tient le crayon, disons. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je suis une autre quand j'écris. Puis j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que tu touches la fibre universelle. Tu sais, cette inspiration-là, tu y as accès, toi, à quelque chose qui va... Je me demandais s'il y a déjà quelque chose où tu es allé trop loin. Parce que, tu sais, t'osais, là. T'es-tu déjà allé trop loin que le public s'est fâché? Non. Moi, j'ai toujours eu le public pour moi, mais pas les journalistes et pas l'élite. Parce que moi, je ne suis pas de l'élite.
faut comprendre qu'au Québec, nos parents nos grands-parents qui n'étaient pas instruits, la moyenne de classe, je pense, c'était une 3e année pour les hommes. Alors, on fait instruire leurs enfants. Et ces enfants-là se sont pris, aidés par l'Église qui leur disait, vous êtes l'élite de demain, c'est vous qui allez faire le Québec. Alors, se prenait pour l'élite. Ils se prenaient pour l'élite. Or, moi, à cette époque-là, j'avais un courrier du cœur. Et un courrier du cœur était très méprisé. Alors, j'ai été, pendant des années, c'est elle qui a le courrier du cœur. Alors, le courrier du cœur, c'est des gens ordinaires qui fréquentent ça. Puis moi, j'aime ça, les gens ordinaires. Je suis une fille ordinaire. Je viens d'un milieu ordinaire. Je ne l'ai jamais caché. Tout à fait. Mais tu à écouter les gens, tu étais en train de créer ou fomenter les histoires que tu allais raconter plus tard. Donc, tu as toujours continué à le faire. Oui. On est avec Jeannette Bertrand au FM 103.3. Jeannette, il faut qu'on aille à la pause. Oui. Ça passe vite. Alors, restez avec nous. On a encore plein d'autres perles à apprendre de Jeannette. Restez ici. On est de retour et je me pince en vous parlant avec Jeannette Bertrand. On parlait avant la pause, donc, des limites de l'exercice du pouvoir par les femmes ou des limites aussi de leur existence. Et une chose dont tu as souvent parlé, et plus particulièrement dans 100 ans d'histoire, ton nouveau livre, c'est pour ça qu'on est ici avec toi aujourd'hui. Mais j'ai des questions sur l'Église. Sur l'Église? Sur l'Église, puis ta relation avec l'Église. J'étais là à ton anniversaire et tu as dit une chose qui m'a marquée. Tu as dit, le pouvoir politique m'écoutait pas, l'Église m'écoutait pas. Non. Alors, j'ai décidé de parler aux médias. Tu voulais avoir de l'impact, tu as décidé de passer ailleurs, mais l'Église était très puissante, puis elle tapait ses doigts des fois. Elle était toute puissante dans les années 30, 40, 50, 60. Et même si la Révolution tranquille est venue en 60, c'est pas venu du jour au lendemain. Ça a pris 10 ans avant qu'on change un peu. Parce que l'Église était toute puissante. Mon père me racontait, parce que j'ai eu la chance là, d'aller à la pêche avec mon père souvent, et puis on se parlait, là, maintenant qu'il était plus vieux, on pouvait se parler. Puis il me disait que quand il allait à la retraite, là, dans le paroissial, que les prêtres lui disaient, vous êtes dans la famille, les pères de famille, ce que le pape est à l'Église, infaillible. Donc, il y avait des hommes, et quand j'ai écrit Grand-papa, c'était pour ça, c'est des hommes qui disaient, j'ai décidé, et puis ça finit là. Vous écoutez, vous obéissez, ça finit là. C'était l'Église qui, contrairement au protestantisme, par exemple, qui ne rentre pas dans l'intimité, je me souviens de la visite du curé chaque année chez mes parents, qui disait à ma mère, bon, là, vous avez que 3-4 enfants, il faudra en faire un autre. Et puis, c'était sérieux. Il pouvait même se faire excommunier. Il y a une femme qui m'a écrit dans 100 ans d'histoire. Dans 100 ans d'histoire, pour me dire qu'elle avait été excommuniée parce qu'elle n'avait pas fait un autre enfant. Tu sais, ça n'a pas de bon sens que l'Église s'est mise entre les époux pour faire des enfants. Mais c'est une institution. Moi, j'ai grandi dans un environnement où ma grand-mère était comme toi. Elle détestait l'Église. Le curé a eu beaucoup trop d'impact dans sa vie. Même ma grand-mère avait été agressée par un curé qui voulait profiter de la situation. Donc, on a vécu dans cet environnement-là où une fois qu'elle est sortie l'Église, l'Église... Tu sais, dans le fond, il payait pour les soins de santé, puis il s'occupait de l'école. Fait qu'à quelque part, tu sais, il y avait le pouvoir qui vient avec. Il y avait le pouvoir qui venait avec. Puis c'était des femmes qui faisaient ça, hein? C'était pas eux autres. C'était les sœurs qui soignaient les gens, puis qui éduquaient. Mais ceux qui avaient le pouvoir, c'était les gars. Mais tout ça pour dire qu'une fois que ça, c'est sorti, moi, j'ai appris ça en lisant Ta vie en 3 actes, à quel point la pilule a redonné le pouvoir aux femmes. Mais c'est la pilule. Moi, je me souviens des livres qui ont été publiés à cette époque-là, souvent français, à l'époque de la pilule, parce que c'est sorti partout au monde. Et puis, les hommes avaient terriblement peur, parce qu'ils avaient peur qu'on fasse comme eux autres. Ils avaient peur. Ça, c'est donner la liberté aux femmes. Elles vont coucher tout le temps avec d'autres gars.
Mais non, on n'est pas des gars. On n'est pas de même. On n'est pas de même. Mais écoute, moi, je me souviens, je l'ai raconté. J'ai toujours peur de radoter. Je me souviens, après Martin, j'avais eu 4 grossesses. Et puis, après Martin, je voulais plus d'enfants. Et puis, je trouvais que j'avais donné. Et puis, je dis à mon mari, élève des jésuites, faut vraiment trouver un moyen d'empêcher la famille. Il n'y en avait pas. Alors, il me dit, j'ai un de mes amis qui est jésuite. Il s'est spécialisé là-dedans. Il est très, très bon. Alors, il m'amène à Immaculée Conception, où il était situé, le prêtre. Et je m'accuse, je m'agenouille. Je dis, mon père, je m'accuse d'empêcher la famille. Alors, il me dit, mais il n'y a rien là. Il a peut-être pas dit rien là, parce que c'est une de mes expressions, mais c'est pas grave. Vous n'avez qu'à ne prendre aucun plaisir. Et c'est votre mari qui ira en enfer. Écoute, c'est une réponse tellement épouvantable. Je lui ai dit, si mon mari va en enfer, j'y vais avec lui. Je suis sortie et je n'ai jamais mis les pieds à l'église après. Alors, mais là... Une autre affaire que tu ouvres la porte, c'est que tu dis, quand il t'a dit de ne pas avoir du plaisir, c'est parce que toi, t'en avais. Ben oui. Ça, c'est une autre perle. Dans la religion catholique, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir du plaisir. Le gars, oui. Ben oui. Surtout qu'il y avait tellement de besoins. Tu sais. Nous autres, on n'avait pas de besoin. Écoute, on vient de la noirceur. Ouais. On vient de la noirceur, mais on en est sorti en 100 ans. En 100 ans, on est sorti de la noirceur. Mais tu dis que les gens, pendant une certaine époque, t'appelaient... Jeannette la cochonne. Mais oui. Ça. Mais toi, tu voulais libérer les femmes parce que, pour moi, une femme pleinement potentialisée, c'est une femme qui a du plaisir. Ben oui. Qui a du plaisir sexuel. Oui, on est un être humain. Puis, fait que je suis pas étonnée quand, Jeannette, tu nous dis que toi-même jeune, t'en avais. De quoi? Du plaisir. Ah non, j'en avais quoi? J'ai pas compris. Oui, écoute, mais il y avait des... mon courrier du cœur était rempli de femmes qui disaient « je ne jouis pas ». Elle disait pas le mot « jouir » parce que c'était un mot cochon. Elle disait je lis un livre français, là, un roman français, puis on parle de nuit d'amour. Qu'est-ce qu'ils font dans leur nuit d'amour? Tu sais, parce que d'un autre côté, mon père, qui est dans ses conseils avant que je me marie, ma mère était morte, et mon père me dit « tu sais, l'amour, c'est pas grave, là. C'est bing-bang, tourne de bord, puis dors. » Et là, toi, tu t'es rendu compte que c'était pas ça? Ben, à ce moment-là, je ne savais pas qu'est-ce que c'était pantoute. Mais, tu sais, c'est inouï, cette ignorance-là. Mais que tu aies trouvé le moyen, dans ça. Un monde aussi peu permissif, d'ouvrir cette porte-là pour les femmes. Je ne sais pas si les gens réalisent à quel point c'est un exploit. Mais même de libérer les femmes. C'est que je n'ai pas d'orgueil. Je n'ai pas cet orgueil de dire... Moi, je me donne droit à l'erreur tout le temps. Peut-être que ce n'est pas correct ce que je dis. Je me donne droit à l'erreur parce que, dans le fond, je n'ai aucune estime de moi-même. Dans le fond, la façon dont j'ai été élevée, toutes les filles qui ont 100 ans, qui ont 90, tout ça, ont été élevées de façon à ne pas avoir d'estime d'eux-mêmes. Tu sais, c'est les hommes qui sont bons, c'est les hommes qui me font vivre, c'est les hommes qui ont la parole. Puis elles sont accommodées de ça. C'est que je ne me suis pas accommodée de ça. Non, mais ça a continué parce que on voit que quand les femmes prennent du galon en pouvoir, ils vont toujours se faire dire, tu sais, la meilleure façon d'empêcher une femme aussi, c'est qu'elle se prend pour un autre, check le don elle, etc. Alors que la fille, elle essaie de faire quelque chose de nouveau. Oui, parce on nous montrait aussi à se détester entre nous. Ah! Parce que tout le monde disait, les femmes entre elles se déchirent. Ce qui est faux. C'est faux. Mais je suis persuadée qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui pensent ça encore, qu'on se déchire entre nous. On a d'autres façons. Les gars, ils se déchirent entre eux aussi. Ouais. Et de façon terrible, un gars, il va dire, c'est un trou de cul. Le gars, il est fini. Il est fini. Tu sais, nous autres, on va prendre des façons de femmes de dire, tu sais, elle n'est pas nette, elle est vraiment pas fine, bon, tout ça. Mais les gars aussi, il y a de la compétition. C'est pas juste nous autres.
tu as réussi à avoir de l'impact pour faire avancer toute la société québécoise puis libérer les femmes Je le savais en pas. Je le racontant savais des histoires. pas. Tu sais qu'à cette heure, ils appellent ça, à cette heure, ils enseignent ça. Hein? Ça s'appelle le storytelling. Puis la première fois qu'on a entendu parler de ça, c'était Brené Brown, qui est une des femmes qui a énormément d'influence maintenant. Elle s'était fait dire par une conférencière, les TED Talks, que elle était une story. Elle dit, je sais pas comment te définir, je vais t'appeler une raconteuse d'histoires. Mais raconter des histoires, c'est une énorme façon de transformer la culture, transformer la société. Tu le fais donc de façon détournée. L'as-tu déjà fait aussi? Genre en ayant des amis au pouvoir. Tu sais, tu voulais changer les choses. Non. T'as-tu déjà susurré à l'oreille de gens qui sont au pouvoir? Non. Tu devrais faire une loi pour ci, Non. ça te tente pas de faire ça. T'as jamais joué dans ce camp-là? Non, je vais me prendre autrement. Non. Moi, c'est au niveau du public. Je suis une femme, je sais que les femmes m'aiment. Oui. Je sais que les femmes me croient. Oui. C'est très simple. C'est tout à fait... Si je vais, moi, je sors beaucoup, je vais au théâtre, je vais magasiner, puis je parle à tout le monde. Ça, c'est mon père qui m'a montré ça, de parler à tout le monde. Je parle à tout le monde, je dis bonjour aux balayeurs. Et puis, ils me racontent leur histoire. Je sais qu'eux ont besoin de moi, Oui. qu'elles ont besoin de moi. Alors que les autres de ce monde m'aiment ou pas, ça me changera pas du tout. Non, j'ai pas eu d'influence cachée. Moi, c'est le public qui t'intéresse. Qui m'intéresse, point. Puis au fond, à la limite, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui ont le pouvoir. Tu sais, changer les masses. S'ils ne m'aimaient pas, j'aurais pas tant de succès avec mes livres. C'est qu'ils attendent mes livres, puis ils vont dire si Jeannette écrit ça, c'est parce qu'elle veut qu'on le sache. Exactement. Oui. Tu as beaucoup parlé de ton père Oui. pendant cette entrevue, mais tu as parlé de ta mère récemment et ça a touché énormément de femmes. Oui. Parce que tu as dit qu'à 95 ans, Oui. tu avais enfin compris la relation difficile avec ta mère parce qu'elle avait vécu un deuil avant que ça arrive, mais tu savais pas ça? Non, mais elle me parlait pas souvent parce que ma mère elle parlait pas. Tu sais, ça s'appelait la neurasthénie. C'est-à-dire qu'il y avait des femmes qui se sentaient pas capables d'aimer les enfants, qui se sentaient pas capables de tenir une maison. Et le seul recours... Et puis, tu sais, à cette époque-là, mon Dieu, tu me donneras ta question, là. Moi, je parle toujours. Ta mère, donc, comment, tu sais, parce que quand tu écrit Ma vie en 3 ans, qu'on le comprend que c'est difficile, la relation avec ta mère n'était pas faite pour avoir des enfants. Non. Je veux dire, elle était peut-être faite pour faire des conférences. Oui, mais à 95 ans, dans ma tête, je me dis, mais maman m'a souvent parlé d'une sœur qu'elle a eu une fille qui est morte de la grippe espagnole. Et puis, qui a été une épidémie épouvantable. Mais elle n'a jamais pu parler après. Parce qu'on ne parlait pas de ses douleurs. Ouais. Alors, peut-être qu'elle n'a pas été capable de m'aimer parce que moi, j'étais vivante. Parce que alors, ça m'a donné comme une réponse. Mais ça prend du temps à comprendre ça. Ça prend du temps. Il faut laisser... C'est sûr que j'aurais aimé ça d'être aimée par ma mère, comme moi, j'aime mes filles. Mais elle n'a pas été capable. Et c'est drôle, hein? Au Salon du Livre, où je suis souvent, je vais être là toute la fin de semaine, pas toutes, pas 3 heures, mais souvent, il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui me disent « Moi non plus, ma mère ne m'a pas aimée. » C'est un tabou terrible. Parce que dans ce qu'on nous a fait croire aussi, c'est que les femmes avaient comme un bouton. Tu sais, ils sont enceintes, ils ont un bouton qui aime les enfants. Non, il y a des femmes qui n'aiment pas les enfants, qui trouvent que ça dérange puis qui n'en ont pas. C'était pas permis avant. Ouais. C'était pas permis. Écoute, une autre expression du genre, mon père disait d'une femme qui n'a pas d'enfant, c'est une pas bonne. Oh. Oui, c'est ça que ça se disait. C'est une pas bonne. Alors que, selon les archétypes là, féminins qui ont été développés par des psychiatres, là, il y a juste 2 des 7 archétypes qui sont faits pour avoir des enfants. Les femmes ont d'autres rôles à jouer dans la société. Mais malheureusement, les femmes de cette époque-là... Tu m'apprends quelque chose, il faut que je le retienne. 2% des femmes seulement. C'est 2 sur 7 des archétypes. C'est Jean Shinoda Bolen, elle s'appelle, je pourrais te laisser. Là, mais c'est une psychiatre qui a reçu des femmes pendant 30 ans
dans son bureau et qui a écouté des problèmes féminins, puis elle a défini des archétypes selon qu'est-ce qui va permettre à une femme de s'épanouir, de trouver. Il y a des femmes, c'est une mission. Il y a d'autres femmes, c'est des enfants. Il y a d'autres femmes qui sont des stratèges. Donc, chaque femme a un rôle à jouer, un peu comme les animaux dans le règne animal. Ils n'ont pas toutes le même rôle. Non. Bon, bien, les femmes aussi, mais malheureusement, on les a mis dans des cases. On leur a dit que c'était ça. Il fallait qu'ils fassent des enfants. C'était ça ou rien. Oui. Je rencontrais récemment une femme qui a eu 15 enfants. Combien d'années? Mais tu sais, dans le livre... 100 ans d'histoire. 100 ans d'histoire, le plus grand... L'histoire la plus étonnante, c'est 22 enfants. 22. J'ai un ami... Son père était de famille de 21, sa mère de 21. 21! Ah oui, c'est incroyable. Mais Jeannette, j'ai remarqué quelque chose. Il y a beaucoup de femmes de pouvoir et d'influence et d'impact qui n'ont pas eu de maman. Ou que ça a été difficile. Oprah, très difficile avec sa mère. Maya Angelou, très difficile. Madonna, toute sa vie a parlé du décès de sa mère à 5 ans. Et je me dis, pour en rencontrer plusieurs aussi, des femmes qui ont cette blessure de mère-là qu'elles portent, est-ce que, d'après toi, cette blessure-là fait que ça a augmenté, toi, ton pouvoir de maternité? C'est-à-dire que tu as des modèles dans la vie. Et moi, mon modèle, ça n'a pas été ma mère. Au contraire, ça a été « je ne veux pas être comme elle ». Je me souviens, ma mère, c'est la propreté. C'est pourquoi j'ai tant faire le ménage. C'est que pour ma mère, tout était dans le ménage. Si elle voyait une poussière, elle me disait, Jeannette, en dessous du 3e barreau de la chaise, à l'autre côté de la table, il y a de la poussière. Elle haïssait la poussière. Puis elle m'avait dit, quand tu vas te marier, tu vas faire des rouleaux de poussière. Bien, je n'ai fait un. J'ai dit, c'est ça, un rouleau de poussière. Ma mère m'a tellement dit que c'est ça. Who cares? Mais c'est sûr que j'admire les femmes qui ont de l'ordre, que j'ai pas d'ordre. Qui aiment le ménage, puis qui sont bien quand le ménage est fait. Mais merci de dire aussi que tailler le ménage, je suis pareil. Je suis pareil. Merci pour toutes nous autres qu'on n'aime pas faire le ménage aussi. Moi, la pire période, ça a été les premiers 6 mois après que ma fille est née, que je suis restée à la maison, puis je faisais juste du ménage. J'avais l'impression que je faisais juste ça. Ah oui, ben oui. Et Quand je me suis mariée, Janie, je suis allée vivre chez mon père, j'avais 22 ans. Et puis, mon père prenait des chemises blanches, 7 chemises blanches par semaine. Mon mari, 7 chemises blanches. Je me suis retrouvée avec 14 chemises blanches à laver et surtout à repasser. Je n'avais jamais repassé de ma vie. Écoute, je voulais divorcer. Démissionner. On ne peut pas démissionner de ça, malheureusement. Non, on ne peut pas démissionner de ça. Ça. Alors, Jeannette, pendant la pandémie, tu as voulu, parce que tu as toujours redonné la parole à ceux qui n'ont peut-être pas la lumière. Tu partages ta lumière avec ceux qui ont des histoires à raconter. Tu as dit aux gens, et tu leur as montré comment. Tu as dit, écrivez-moi vos histoires et je vais vous raconter. Pourquoi c'est important, selon toi? Ça leur a fait du bien à eux, ça, c'est extraordinaire. Mais pourquoi c'est important pour nous et les plus jeunes de lire ces histoires-là? Parce que c'est notre histoire à nous, les Canadiens français. Bon, le Québécois, c'est quelqu'un qui vient de n'importe où, mais qui vit en ce moment au Québec et qui a sa citoyenneté canadienne. Bon, ça, c'est un Québécois. Mais nous, on est issus de Français. On est issus de... Après ça, on a été sous la domination anglaise. Et ça a paru, moi qui ai 100 ans, j'ai été très influencée par ça. Et puis, là, je ne sais plus qu'est-ce que je dis. Mais on parlait de l'importance de ces histoires-là et pourquoi c'est important pour toi de les transmettre. Pour savoir d'où on vient. Il faut absolument qu'on sache qu'on s'est sorti du chemin parcouru. Et surtout, je voulais faire un hommage à ces gens, ces femmes qui ont eu 15 enfants, 12, et 14, 20, 22, et qui ont dit, ma fille n'aura pas 22 enfants. Le père qui a dit, je vais faire instruire mes fils parce que pour pas qu'ils soient comme moi, à pas avoir d'argent puis aller faire des jobs de bras. Alors, ces gens-là, il ne faut pas les mépriser, il faut les admirer parce que c'est eux
On leur doit ce qu'on est maintenant. Oui, ils l'ont eu dur. Ils l'ont eu dur. On vient de gens qui... Et ils nous ont pas dit « faites comme nous ». Ils ont dit « non, toi, tu vas t'instruire. Toi, tu vas t'enrichir. Toi, tu vas être mieux que moi. » Ils ont voulu que ça change et tu veux montrer à quel point on est privilégié grâce à leur sacrifice. Oui. Ben oui, on vient de là. Cette histoire-là, ça nous fait du bien, ce livre-là. Fait du bien parce que tu te dis, mais il faut savoir d'où on vient. Et personne ne s'est pas enseigné. Je l'ai écrit d'ailleurs avec un historien et parce que je voulais qu'il confirme ce que j'écrive. Oui. C'est vrai. C'est des petits passages, donc on a ce que tu dis, puis lui, il nous confirme. Confirme. Les faits, c'est fascinant à lire. Mais c'est le premier livre d'histoire qui est le fun à lire pour ceux qui ne trippent pas tant. Tu sais, moi, j'avais appris énormément avec Ma vie en 3 actes. Et là, une autre dose de d'où on vient. Oui. Jeannette, tu as eu envie d'aller parler aux jeunes? Oui! Ça s'en vient, ça? Oui, parce que je pensais un jour, j'ai dit, il y a aux deux extrémités de la vie, il y a des gens personne n'est intéressé à eux, les jeunes et les vieux. On ne les écoute pas, puis on ne les comprend pas. Alors, je vais parler aux jeunes. Et ça s'en vient donc à Télé-Québec pendant le temps des fêtes. Pendant le temps des fêtes. Tu rejoues une animatrice de 100 ans. Oui. C'est-tu assez extraordinaire? Oui. En dernière période, c'est une question que je me pose, puis je me demande si tu peux nous offrir un peu une lumière. Ce que je constate, c'est que les femmes l'ont eu difficile, ont été mises dans un carcan pendant des années. À un moment donné, elles sont sorties de la maison. Puis là, ils ont commencé à travailler, s'occuper des enfants, ont développé donc 2 couches de compétences, 2 jobs. Des femmes, en développant toutes ces compétences-là, sont devenues très qualifiées. Mais les gars sont restés là. Ouais. Eux, ils n'ont pas développé les doubles compétences. Et de plus en plus, on voit un écart. Oui. Ça me fait backlash. peur. D'où le backlash. Le backlash, c'est un retour du balancier. Le backlash, c'est sûr qu'à un moment de... Écoute, il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas 20 ans, les postes de télévision c'était des hommes qui menaient tout. Et c'était des clubs d'hommes, là, des boys clubs, les postes de télévision. Mais comment on va faire pour se rejoindre? Les gars, ils disent, on ne veut pas changer, on veut que vous autres, vous reveniez comme avant. Ils changent. Oui? Ils changent. Je te donne un exemple. Par exemple, moi, quand j'allais, comme hier soir, on était au Salon du Livre, les hommes me détournaient le regard. Hier, il y a plusieurs hommes qui sont venus me parler et me dire à quel point j'avais changé leur vie. Donc, moi, j'ai 8 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants. Et mes petits-enfants qui sont en couple et qui ont des enfants, ce sont des vrais pères. Ça a changé. Wow. Ce sont des vrais pères. Les femmes travaillent et ils sont obligés alors, il y a des hommes qui comprennent qu'avoir une femme forte à leur côté, c'est mieux que d'avoir une belle blonde. J'ai un couple qui sont venus ensemble ici à la radio, puis le gars, il dit, c'est à quelle heure que les hommes vont comprendre que dans un jeu d'échecs, c'est quoi le pion le plus fort? C'est la reine. Il dit, moi, j'ai compris ça. Il est à côté d'une femme forte, puis ils font un beau duo. Fait que c'est vrai qu'il y a de l'espoir, mais il faut se parler. Il y a de l'espoir. Et c'est-à-dire que ça va être difficile parce qu'on est pris aussi. Et ça, c'est dans le livre. Comment ça s'appelle, son livre? La colère? Je vais l'inviter. Elle va venir ici, j'espère, à faire une femme de soi, me parler, parce qu'elle est totalement dans le sujet. Écoute, alors, c'est tellement bon. C'est exactement dans tes sujets. C'est que, oui, on est à égalité, on essaie d'être à l'égalité, mais il reste que les hommes sont conditionnés à dominer, et les femmes sont conditionnées à être soumises. Et des fois, tout ça est mêlé. C'est compliqué. Il y a beaucoup de discussions à avoir. Oui, je pense que c'est ensemble. C'est seulement ensemble. Moi, faire une femme de soi, ça fait 8 ans, je recevais juste des femmes. Là, j'ai commencé à recevoir des hommes. Oui. Une fois par mois, je veux les entendre. Je veux entendre leurs émotions. Exactement. Je veux entendre comment ils se sentent pour qu'on soit plus heureux ensemble. Mais c'est pas clair. C'est pas clair en ce moment parce qu'on est en transition. Écoute, la révolution des femmes,
au Québec, c'est quelque chose d'énorme. Dans 200 ans, on dira, ou 300, on dira, il y a eu quelque chose au Québec. Les femmes se sont levées. C'est Jeannette. Là, on n'en parle pas, là. Parce quelque chose au Québec, c'est Jeannette. C'est nous qui a été notre inconscient. Et plusieurs autres. Mais quand même, je pense que j'ai été un pion, là, si tu veux parler de la reine, tiens. La reine, non. Mais, tu sais, oui, moi, j'ai espoir. Ouais. J'ai espoir parce que c'est ça, là. À moins que les conservateurs, pas politiques, là, mais les gens de la droite, nous ramènent à ce qu'on était avant. La femme au foyer, puis le gars. Alors là, on revient. Et c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. Il s'agit de quelques lois. Il s'agit que Trump triomphe encore. Et c'est très dangereux. Moi, je trouve que le danger vient d'ailleurs. Exact. De la droite. Jeannette, si tu avais à faire un grand A demain matin, ce serait quoi le sujet que tu aimerais mettre en lumière? J'en ai tellement de sujets. Quand j'écrivais les grands A, je me disais, qu'est-ce qui me fatigue? Qu'est-ce que je voudrais améliorer? Oui. Bien, il y a bien des affaires que je voudrais améliorer. Beaucoup. Je ne vais pas te donner mes idées, là, mais j'en ai beaucoup. Mais t'en as, puis ça se peut que ça se fasse? Bien, je ne sais pas. Hey, ce serait extraordinaire. Moi, je pense qu'on devrait continuer ce que tu as fait. On est parti d'une drôle de façon. Et puis... je suis encore là. Tu es encore là. Et tu nous racontes donc 100 ans d'histoire. Oui. Allez vous procurer ce livre qui vous raconte nous. Nous, c'est ça. Et c'est ça qu'on était... Et qui fait comprendre les parents. Moi, ce livre-là, j'aimerais ça que ce soit les jeunes qui l'achètent. Pour savoir d'où ils viennent. Ils sont pas nés d'un chou. Ils sont pas nés dans Internet, là. Exact. Ils sont nés... Avec tous les parents, puis notre lignée, elle est forte, notre lignée. Jeannette, avec toute l'énergie que tu as, je te souhaite d'encapsuler tous tes souhaits pour qu'on puisse continuer ton œuvre. C'est de pouvoir divertir les gens, mais en éduquant. En les éduquant, en ouvrant les portes, puis en pacifiant les relations avec notre communauté. Une légende était avec nous. Moi, je ne peux pas croire que je suis une légende, là, parce que... Mais écoute, une légende qui a 40 ans dans son cœur et qui fait aussi... Tu sais, on disait que les hommes, ils devenaient plus beaux avec l'âge. Ben, tu les fais. Les femmes aussi. Depuis toi, t'es magnifique. Oh my. Ben, merci de continuer. Moi, je me sens pas du tout 100 ans. Puis je me regarde dans le miroir. Oh, mon Dieu. Je me dis, qu'est-ce que c'est, toutes ces rides-là? Mais je te crois pas, moi non plus, mais de ton cœur au cœur de tous les auditeurs du FM 103.3, du mien, de tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui. Merci, Jeannette. Merci beaucoup, Jeannette. Merci infiniment. Je suis sans mots, c'est rare, vous le savez, j'ai de la misère à closer. Mais je retiens mes larmes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Jeannette.